Bienvenue dans Suspect numéro 1, votre magazine de faits divers. Voici une terrible énigme. Elle hante les polices belges et françaises depuis près de 15 ans. En 1997, à Mons, en Belgique, à 40 km de Valenciennes, durant plusieurs mois, une quinzaine de sacs poubelles sont découverts. À l'intérieur, des cadavres sans tête, découpés à la scie à métaux ou au scalpel. Ce sont les corps démembrés de 5 femmes. Un crime barbare, car les morceaux de cadavres ont été retrouvés dans des lieux au nom évocateur, si je puis dire, comme le chemin de l'inquiétude, la rivière de la haine ou encore la rue de la trouille. La population est bien sûr horrifiée. Durant 15 ans, les enquêteurs interpellent des proches des victimes. Le FBI et ses profilers sont même appelés à la rescousse. Alors, qui se cache derrière ces effroyables crimes? Un ou plusieurs détraqués? Et puis que signifient ces rituels atroces? Voici le dépeceur de Mons de Vanessa Némé et Benjamin Coelho. Mars 1997. En Belgique, Mons bascule dans l'horreur. La région de Mons vit un cauchemar depuis le 22 mars dernier, date à laquelle on a retrouvé dans un fossé à Couem et à Mons des sacs contenant les membres de plusieurs cadavres de femmes. Dans ces sacs, des bras, des jambes, un tronc et parfois une tête. Des victimes dépecées. Ça veut dire découpé en pièces. On ne peut rien imaginer de plus terrible que ce type de crime. Les familles des victimes sont épouvantées. Je ressens une douleur comme si c'était moi qu'on avait coupé en morceaux. Le tueur en série sème la terreur dans toute la région. Les rues de la ville le soir ne se remplissent plus, les cafés de la gare sont quasiment déserts. C'est la psychose qui s'installe. Désormais, on parle du dépeceur de Mons. Mais qui est-il? Qui se cache derrière ce surnom sanglant? Un homme est arrêté. Pour la première fois, il y a un suspect, il y a un nom. Mais le dépeceur est-il un homme? Pas si sûr. On vous accuse d'avoir dépecé 5 femmes. Retour sur une incroyable traque qui va durer plus d'une décennie. Nous sommes au printemps 1997, dans une petite ville tranquille, à l'ouest de la Belgique, à 40 km de la frontière française. Samedi 22 mars, dans l'agglomération de Mons, à Couem. Il est midi. Un policier à cheval de la ville de Mons sillonne les rues et il passe à Couem, sur le pont du chemin de fer. Ce policier à cheval repère du haut de sa monture une masse de sacs en plastique disposés en contrebas dans le talus de la rue Van der Velde. Il est aussi attiré par le fait que des animaux tentent de gratter autour de ces sacs, donc il s'en approche, et là, qu'est-ce qu'il découvre? L'horreur absolue. Une main tranchée, blanche, en décomposition, qui déborde de ce sac. Une vision sortie d'un véritable cauchemar. Choqué, le policier alerte immédiatement les autorités qui bouclent le quartier. Et là, c'est la consternation, on trouve 9 sacs poubelles qui contiennent des restes humains. Des membres tranchés, appartenant tous à des femmes, à des stades divers de décomposition. D'après les médecins légistes sur place, l'assassin aurait découpé plusieurs victimes. L'horreur est à son comble. Face à ces restes humains anonymes, les policiers sont désemparés. La question qui se pose, c'est de savoir, mais d'où viennent ces membres? À qui appartiennent-ils? Il n'y a pas de tronc, il n'y a pas de tête non plus. Les restes humains sont a priori non identifiables, les restes humains que l'on découvre. Il n'y a pas de bijoux, il n'y a pas de vêtements, ils sont complètement dénudés. Les chances d'identifier un jour ces victimes semblent bien minces. Le mystère s'épaissit d'autant plus que l'assassin a pensé à tout. Le tueur n'a laissé aucun indice derrière lui. Pas de mégots de cigarettes, pas d'armes du crime,
juste ces sacs plastiques avec les membres tranchés. Les enquêteurs se rendent à l'évidence. Ce fossé n'est pas la scène de crime. En réalité, ce lieu est la cachette du tueur. Depuis plusieurs mois, le meurtrier déposait ses sacs macabres sans éveiller les soupçons. Comme le confirme le procureur du roi. Au moins 2 de ces sacs étaient là avant la fin de l'hiver. On a affaire à quelqu'un qui avait trouvé une bonne cachette, puisqu'il s'agissait d'un dépôt où il y avait déjà d'autres immondices, que ça n'a pas éveillé l'attention. Et donc, effectivement, il va falloir mettre les bouchées doubles parce que c'est quelqu'un qui est déjà bien organisé et qui agit depuis un certain temps déjà. C'est vraiment le début d'une longue enquête qui va traumatiser toute la ville de Mons. Bonjour à tous. Le mystère de Coëm reste entier. Ce sont les interrogations après l'horreur, après avoir découvert samedi les sacs poubelles qui renfermaient des membres mutilés de femmes. Il n'y a toujours pas de témoins directs, pas de preuves matérielles. Les policiers sont dans le flou total. Alors ils vont tout miser sur les autopsies. Mais la tâche s'annonce très difficile pour les médecins légistes qui n'ont pas de cadavre entier. Les légistes de l'Institut médico-légal de Liège se trouvent confrontés à un véritable puzzle macabre, à savoir les morceaux retrouvés. Il y a des mains, des bras. Imaginez-vous, il faut reconstituer des corps, essayer de retrouver des victimes, de les reconstituer entièrement. À ce stade, ce n'est pas possible. Le mystère est total. Car sans tronc ni tête, les légistes sont incapables d'expliquer comment les victimes ont été tuées. Mais il y a un espoir. D'après les expertises, les membres des victimes ont été découpés proprement. C'est quelque chose qui n'est pas facile du tout, parce qu'il y a des os, des tendons, des muscles, il faut savoir trancher. Or, les découpes, on le sait, ont été extrêmement précises. Il n'y a pas de bavure, d'os qui sont cassés. On a choisi un plan de coupe, on s'y tient et on découpe dans cette direction-là. L'assassin savait où se trouvent les jointures de l'anatomie humaine. Même les enquêteurs sont surpris par la précision extrême du tueur. Les cadavres ont été découpés avec une précision remarquable. Manifestement à la scie. Et plus exactement, avec une scie à métaux. Le dépeceur se sert donc d'un instrument bien banal pour découper ses victimes. Les enquêteurs en déduisent une simple conclusion. On peut supposer qu'on a affaire soit à un boucher ou à un médecin, en tout cas quelqu'un qui sait comment découper proprement un corps. L'assassin serait donc un boucher, un chirurgien ou un chasseur. Mais la piste est bien trop vague. Maintenant, il reste à déterminer combien de victimes le tueur a dépecées. Et sur ce point précis, les cadavres vont parler. Il y a des membres relativement récents, plus anciens et puis très anciens. Ils sont le produit de meurtres commis à des moments distincts, dès lors que l'état de putréfaction est différent. Ce qui signifie clairement que s'il y a 3 états de décomposition différents, il y a alors 3 victimes. Le dépeceur a donc frappé 3 fois déjà. C'est bien, dès ce jour-là, la conviction qui apparaît qu'il s'agit d'un tueur en série qui sévit dans la région de Mons. Et on va le baptiser, ce tueur sans nom, le dépeceur de Mons. À partir de ce moment-là, le dépeceur de Mons entre déjà
dans la légende de l'horreur. Les enquêteurs sont face à un tueur en série hors norme. Il y a donc urgence. Pour démasquer le dépeceur, il faut à tout prix identifier les corps. Mais par où commencer? Et si le tueur avait commis un faux pas? « 23 mars 1997. Les enquêteurs découvrent que le travail du dépeceur de Mons n'est pas parfait. Le tueur a commis une toute petite erreur. Sur l'avant-bras d'une des victimes, le dépeceur n'a pas réussi à effacer complètement un signe bien particulier. Sur le bras d'une des victimes de Coëm, on avait gratté au niveau du poignet, on avait enlevé la peau. Donc, on a supposé qu'elle portait un signe distinctif, un tatouage, et qu'on aurait pu ainsi l'identifier assez rapidement. Le tueur n'a pas bien effacé un tatouage. Ce faux pas est une chance pour les enquêteurs. Ils médiatisent rapidement ce détail macabre dans l'espoir d'identifier une des victimes. Sur un des avant-bras gauche d'une des victimes, il y a eu manifestement enlèvement de la chair sur un disque d'environ 5 cm. 15 ans après, une femme se souvient encore de cet appel à témoins qui a bouleversé sa vie. Georgette Leclerc savait parfaitement à qui appartenait ce tatouage. Cette annonce de la trouvaille d'un avant-bras gauche et qu'on a essayé d'effacer quelque chose sur cet avant-bras gauche, là je comprends que c'est vraiment ma petite sœur Jacqueline. Je ressens une douleur comme si c'était moi qu'on avait coupé un morceau. J'imagine cette souffrance, cette douleur, et j'ai peur. J'ai peur pour elle, même si je sais qu'elle n'est plus là. Mais alors je me pose la question, combien de temps elle a souffert? Combien de temps on l'a fait souffrir? Est-ce qu'on l'a séquestrée? Est-ce qu'on l'a maltraitée? Des tas de questions morbides. La première victime du dépeceur de Mons s'appelle bien Jacqueline Leclerc. Les analyses de sang le confirmeront plus tard. Pour Georgette, le traumatisme est immense. C'était bien ma petite sœur qui était dans les sacs poubelles. C'est douloureux, c'est triste. On est perdu, on est impuissant devant ce malheur. Sa petite sœur avait disparu quelques jours avant Noël, c'est-à-dire 3 mois avant la découverte des sacs poubelles. Jacqueline Leclerc a certainement croisé la route du tueur. Les policiers enquêtent alors sur la personnalité de la victime, une proie fragile. À 33 ans, Jacqueline Leclerc était une femme seule, dépressive, qui avait perdu la garde de ses 4 enfants. Jacqueline Leclerc souffrait beaucoup de la séparation d'avec ses enfants. Elle était quand même fort isolée. Elle vivait seule dans un meublé. Bien sûr, elle était toujours en contact avec sa famille, mais elle était quand même un peu à la dérive et très déprimée. Mais l'enquête sur le passé de cette femme vulnérable ne conduit pas les policiers au dépeceur. Pour Georgette Leclerc, c'est une grande déception. Mais elle ne baisse pas les bras pour autant. Je veux qu'on trouve celui qui a fait ça. Je veux qu'on retrouve le tueur qui a tué ma petite sœur, Jacqueline. Mais ce que Georgette Leclerc ignore, c'est que son combat va encore durer longtemps. Car le dépeceur de Mons va à nouveau frapper. Lundi 24 mars 1997, à Mons, près de la rivière La Haine. 2 jours plus tard, l'horreur recommence. Un transporteur routier qui passe au chemin de l'inquiétude découvre, en bordure de route, un nouveau sac. Dans ce sac poubelle, le 10e, chemin de l'inquiétude, il y a juste un buste de femme.
Le cauchemar recommence. Pour les enquêteurs, il n'y a pas de doute. C'est bien l'œuvre du dépeceur. Les membres et la tête ont été sciés de la même manière, avec une scie à main. La peur gagne les habitants de Mons. Parmi la population, il y a un prédateur quelque part, on ne sait pas où. C'est véritablement un fantôme dont tout le monde a peur et qui va terroriser et traumatiser la population de Mons. Les rues de la ville le soir ne se remplissent plus, les cafés de la gare sont quasiment déserts. Les femmes se sentent en insécurité, bien entendu, parce qu'on ne sait pas s'il va encore frapper, quand il a frappé, et voilà, c'est la psychose qui s'installe. Et la psychose n'est pas prête de disparaître. Car le 12 avril 1997, une découverte macabre fait trembler la région à nouveau. Et alors il y avait un sac par terre, il m'a dit que je pouvais voir. Et alors il y avait un pied et alors une cuisse. Et la police m'a dit vous pouvez regarder. Il m'a même montré les ongles, c'était pas beau à voir. Un scénario d'horreur qui va encore se répéter. Le 18 avril, à Havre. Au total, le tueur a déposé 15 sacs poubelles, alors que Mons et son agglomération sont quadrillés jour et nuit par la police. Le dépeceur, lui, s'en moque totalement. Il a voulu défier le dispositif policier qui était massif à l'époque en jetant d'autres sacs au sein même du périmètre de sécurité qui avait été défini. Le meurtrier nargue en quelque sorte les autorités en déposant à des moments différents les corps des victimes parce qu'il prend quand même un risque énorme. Véritablement, l'assassin a voulu choquer l'opinion publique, a voulu choquer les médias, a voulu choquer la police, et il y parvient parfaitement. Tout le monde semble persuadé que le dépeceur entraîne les autorités dans un jeu de pistes pervers. Et s'il y avait une énigme diabolique derrière le nom des rues où les sacs poubelles ont été déposés? Le nom de certains endroits parle d'eux-mêmes. La rivière La Haine, le chemin de l'inquiétude ou encore la rue du dépôt. D'autres sont plus difficiles à déchiffrer, comme la rue Saint-Symphorien. Saint-Symphorien, c'est un saint qui est mort décapité. Décapité, comme les victimes du dépeceur. Il y a ce chemin de l'inquiétude, il y a la rivière La Haine également qui intervient puissamment, il y a la rue du dépôt. Mons se met à gamberger, à se dire ce meurtrier, ce dépeceur est en train de nous jeter des petites pierres blanches comme l'ogre et est en train de nous adresser des messages. Pour décrypter ces messages et arrêter le tueur, une force spéciale est créée. Elle est baptisée Cellule Corpus. Et ces nouveaux enquêteurs vont très vite remonter une piste. Les policiers se focalisent alors sur le seul indice matériel qui pourrait les mener au dépeceur, les sacs poubelles. Dans ces sacs poubelles, il y a une série de sacs qui viennent de la commune de Knokke-Heist. Mais il s'est avéré par la suite que c'était des sacs poubelles qui avaient été refusés par la ville pour des défauts de fabrication ou autre. Et donc, un acheteur en gros a repris ce lot et a vendu cela dans une solderie, dont celle de Mons, rue des Capucins, en plein centre de Mons. C'est là que l'on sait que les sacs ont été achetés par le dépeceur. Tout conduit à cette rue. C'est peut-être la clé de l'énigme. Mais pour les enquêteurs, c'est la désillusion. C'est difficile de retrouver la piste d'un acheteur éventuel, d'autant plus que la plupart de ces achats ont été réglés en liquide. Il n'y a pas de traces bancaires et un dépeceur, un criminel organisé n'aurait évidemment pas eu
la mauvaise idée de laisser des traces électroniques de son passage. Mais tout n'est pas perdu pour la cellule Corpus. Car ces sacs poubelles, achetés au cœur même de la ville, confirment leur intuition. Le dépeceur habite bien dans la région. Mais aucun autre indice ne permet de le localiser. Alors pour mieux cerner l'assassin, les enquêteurs établissent le portrait psychologique du tueur grâce à un profiler. Il est relativement organisé puisqu'il dépose toujours ses sacs à des endroits bien précis, mais sans laisser de traces. Donc ce n'est pas vraiment le profil de quelqu'un qui serait totalement dérangé dans sa tête et qui agirait de manière farfelue. Le tueur en série serait donc quelqu'un d'intelligent et de réfléchi. Reste maintenant à comprendre pourquoi il dépèce ses victimes. Pourquoi de tels actes barbares? Le meurtrier va découper des parties de corps qu'il va souvent congeler et qui va le ressortir de temps en temps comme un trophée de chasse pour connaître une certaine forme de gratification ou d'excitation sexuelle en manipulant les parties de corps, notamment les têtes et les mains. Donc ça implique quelqu'un qui a quand même des fantasmes assez prégnants, qui est probablement donc un psychopathe, qui n'a aucune empathie pour un autre être humain. À ce moment-là de l'enquête, une seule victime de ce psychopathe sans pitié a été identifiée. Qui sont les autres? Les enquêteurs ne vont pas tarder à le savoir. Car curieusement, le dépeceur a choisi de laisser un nouvel indice morbide à la police. Une tête. C'est la première fois que les enquêteurs vont enfin avoir un visage, certes abîmé, mais on va quand même pouvoir en tirer un portrait robot qui sera diffusé dans les médias. Ce sont les parents qui vont donc aviser les autorités qu'il s'agit de Nathalie Godard qui a disparu à Mons le 16 mars précédent. Nathalie Godard, la deuxième victime du dépeceur. Nathalie Godard, c'est une SDF, c'est une femme désespérée de la vie. Elle a 21 ans, elle a eu un enfant d'un mariage précoce qui s'est mal terminé. Elle erre dans la vie, dans les cafés de la gare de Mons. Comme Jacqueline Leclerc, Nathalie Godard était aussi une jeune femme vulnérable, disparue mystérieusement. Grâce à de nouvelles investigations, les enquêteurs identifient 3 victimes supplémentaires. Martine Beaune, une ancienne prostituée française installée à Mons depuis longtemps. Carmélina Russo, 42 ans, une mère de famille en dépression. Et Bégonia Valencia, 37 ans, qui partait totalement à la dérive. Jacqueline, Nathalie, Martine, Carmélina et Bégonia. Au total, le dépeceur a assassiné 5 femmes. Qui est responsable de ce massacre? Bientôt, un suspect va être arrêté. Le 19 avril 1997, les policiers fouillent le passé des victimes dans les moindres recoins. Et parmi les proches de Nathalie Godard, un homme violent va particulièrement les intéresser. Il y a un suspect qui, pour la première fois, peut se dégager. C'est le dernier petit ami de Nathalie Godard, Léopold Bogart. C'est un gitan qui est porté sur la boisson, qui est connu pour des actes de violence, qui ne sait pas résister à des pulsions. Les enquêteurs doivent à tout prix interroger Léopold Bogart. Mais l'homme est introuvable. Et cela depuis les premières découvertes macabres. Pour la cellule Corpus, le comportement de l'homme est très suspect.
Il le traque alors dans toute la région. Très vite, il retrouve sa trace dans un camp de gens du voyage. Et le 20 avril au petit matin, les policiers encerclent le camp. La police, en matin, 6h30, investit la totalité de ce campement, se présente dans la caravane de Léopold Bogart. Première surprise pour les enquêteurs, Léopold Bogart est méconnaissable. Léopold Bogart a changé d'apparence, donc il ne ressemble plus du tout à l'homme qu'il était lorsqu'il était avec Nathalie Godard. Il s'est rasé complètement, il a coupé les cheveux. Et ce n'est pas tout. Les policiers vont mettre la main sur une preuve cruciale. Lorsqu'il est interpellé, on trouve en effet Léopold Bogart avec un vêtement dans ses affaires personnelles taché de sang. Ce vêtement ensanglanté est en réalité le blouson de Nathalie Godard. La cellule Corpus pense enfin détenir la preuve qui manquait pour arrêter le dépeceur. L'arrestation de Léopold Bogart apparaît comme véritablement un soulagement, parce que pour la première fois, il y a un suspect, il y a un nom. Le parquet le dit explicitement qu'il y a bien quelqu'un de suspect. Le dépeceur de Mons est arrêté. Léopold Bogart devient le suspect numéro 1, mais il nie farouchement. Alors, pour le faire craquer, les enquêteurs le poussent à bout. Il lui montre la tête de Nathalie Godard en lui demandant « Tu sais qui c'est ?» Il ne reconnaît d'abord pas Nathalie. Il faudra que les policiers lui expliquent que c'est bien son ami. Il le menace de montrer les autres morceaux de corps, et là, il le refuse. Léopold Bogart conteste tout en bloc, mais les indices l'accablent. Le suspect est alors incarcéré. Mais 2 semaines plus tard, c'est la stupéfaction, car les analyses du blouson ensanglanté innocentent le suspect. Le sang sur le vêtement de Nathalie appartient à Léopold, et non pas à la victime. C'est ce que l'assassin présumé a toujours affirmé lors des interrogatoires. Lorsqu'il quitte Mons, c'est à la suite d'une bagarre assez violente. Donc il avait été agressé assez violemment la veille. Et ce vêtement avec du sang que l'on retrouve, Léopold Bogart s'explique en disant « mais ce sang est le mien ». Ce sang est le mien, c'est le vêtement que je portais la veille de mon départ, lorsque j'ai été violemment agressée à Mons. Les enquêteurs se rendent à l'évidence. Léopold Bogart n'est pas le dépeceur. L'homme est relâché. Monsieur Bogart, de toute façon. Quel effet ça vous fait de retrouver la liberté? Bien, parce qu'on met un innocent en prison. Donc. Vous êtes écœuré de tout ce qui s'est passé? Oui, en sens, oui. Pourquoi on s'est attaqué? Je vous dire, je suis fatigué, j'ai envie de rentrer dans ma famille. La libération de Léopold Bogart va réduire évidemment à néant l'idée qui s'était propagée dans la ville de Mons, à savoir le dépeceur a été arrêté. Il n'y a plus d'autres pistes et donc il faut tout reprendre à zéro. Les enquêteurs de la cellule Corpus se retrouvent à la case départ. Ils se replongent alors dans le passé des victimes, toutes des femmes fragiles. Et là, c'est la surprise. Les policiers découvrent qu'elles fréquentaient toutes, sans exception, le même endroit, le quartier de la gare de Mons. Il faut savoir que c'est un endroit assez glauque, qui rassemble des SDF, des clochards, des gens un petit peu perdus qui traînent dans les bistrots jusque très tard dans la nuit. Bref, un terrain de chasse idéal pour le dépeceur. Les enquêteurs envisagent alors un scénario. Celui d'un homme qui met en confiance ses futures victimes en les invitant à boire un verre. C'est quelqu'un qui offre une tournée à ses femmes dans les bistrots. Donc c'est quelque chose
de l'ordre du quotidien dans ces établissements, donc quelqu'un qui va être monsieur tout le monde, puisque c'est fréquent, donc il ne va pas forcément attirer l'attention sur lui. Les victimes vont le suivre volontairement, de par leur proportion à boire de l'alcool. Donc à partir de là, c'est des victimes évidentes pour le dépeceur de Mons. Le quartier de la Gare devient la cible des enquêteurs. On peut penser que le dépeceur était un client ou un patron d'établissement autour de la gare de Mons. Un établissement va retenir particulièrement l'attention des policiers, le Métropole. Depuis quelques mois, la cellule Corpus s'intéresse à la patronne de cet hôtel-café. Elle s'appelle Monique Ganche et, curieux détail, c'est la seule personne qui connaissait les 5 victimes. Elles étaient toutes en rupture je dirais pas de sentiments, mais de vie, d'une vie classique d'une femme qui est à la maison le soir avec ses enfants. Les victimes sont toutes passées au comptoir de Monique Ganche. Du coup, les enquêteurs s'interrogent et commencent à soupçonner la patronne. La police de Mons vient aux nouvelles chaque jour et me dit regardez un petit peu autour. Il n'y a personne là qui pourrait... Je dis, écoutez, non, je ne vois pas. Et puis on disait, vous savez, vous avez intérêt de dire la vérité parce que vous devez savoir, vous êtes la seule personne ici, dans le quartier de la Gare, qui est ouvert 24 heures et qui, obligatoirement, connaît tous les gens qui passent ici. On sait que vous savez. Pour les policiers, Monique Ganche est bien plus qu'un témoin capital dans cette affaire. Elle était passée de témoin au statut de suspect numéro 1. Et si le dépeceur de Mons était en réalité une femme? La cellule Corpus n'écarte aucune piste et perquisitionne au domicile de la patronne. La police scientifique commence à mettre les gants et tout ça. Ils vont dans la salle de bain. Vous faites quoi là? Il me dit, madame, voyez votre baignoire, on peut dépecer plusieurs personnes là-dedans. Je dis effectivement, oui, c'est possible. Ils font tous les tiroirs, les chambres, enfin tout, ils ont tout démonté. Et il y en a un qui fait, il trouve justement, il trouve le journal avec les filles dépecées, avec les filles qu'on a dépecées. Il dit, c'est quand même curieux, qu'est-ce que vous faites avec ça? Les indices semblent accabler Monique Ganche, auditionnée dans la foulée. On m'accuse d'être la dépeceuse de Mons. On vous accuse d'avoir dépecé 5 femmes. C'était du délire. Finalement, Monique Ganche sera blanchie. Mais pour la cellule Corpus, c'est un nouvel échec. La traque du dépeceur se complique de plus en plus. Les années passent. Les enquêteurs vont entendre des dizaines de suspects, sans succès. Ils regardent alors du côté de l'étranger, très loin de la Belgique. Février 2007. Cela fait maintenant 10 ans que le dépeceur ne fait plus parler de lui. Et si le tueur s'était enfui à l'étranger? Les enquêteurs surveillent alors les serial killers du monde entier qui pourraient avoir la même signature criminelle. Et ça marche. C'est le FBI qui apporte une réponse. Il y a un chauffeur de taxi qui a beaucoup de points communs avec le tueur belge. Il s'appelle Smail Toulja et il vient d'être arrêté au Monténégro. Smail Toulja, il a découpé le corps de son épouse, l'a placé dans des sacs poubelles et a abandonné ces sacs au bord d'une rivière à New York. La victime a été également décapitée
et le tueur n'a laissé aucune trace. Pas de doute pour les enquêteurs belges. Le mode opératoire est le même que celui du dépeceur. Les familles des victimes sont bouleversées par cette nouvelle piste. Et là, évidemment, j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir parce que, bon, dans les médias, on explique qu'il aurait tué sa femme de la même façon que le dépeceur de Mons. Donc, j'ai grand espoir. J'espère qu'il va y avoir des preuves, qu'il va y avoir quelque chose de concret. Et des preuves, il y en a. Ce tueur en série du Monténégro aurait semé la mort un peu partout dans le monde. On se rend compte que dans sa vie, il y a des disparitions extrêmement inquiétantes de compagnes ou de femmes qui l'ont fréquenté, notamment en Albanie, en Yougoslavie, au Monténégro et aux États-Unis. Et lorsque l'on examine la vie de Smail Toulja, on s'aperçoit qu'il vit en Belgique au moment des meurtres du dépeceur de Mons. Il habite à peu près 150 km de Mons. Il est à Arlon et aussi à Virlon. Pour la cellule Corpus, Smail Toulja devient le suspect numéro 1. Il reste aux enquêteurs à prouver sa présence à Mons. Ils ont fait une enquête aux environs de la gare de Mons, une enquête de voisinage avec la photo de l'individu en question. Et ils ont essayé de savoir si ce monsieur avait vécu à Mons ou était passé à Mons dans les années 96-97. Personne n'a reconnu ce Monténégrin. On n'a jamais pu prouver qu'il ait pu être présent à Mons à un moment donné ou à un autre. Smail Toulja a été condamné pour le meurtre de sa compagne. Mais en Belgique, la piste du Monténégrin mène à une impasse, une de plus. C'est une nouvelle déception pour les proches des victimes qui attendent toujours des réponses. C'est à chaque fois pour ses parents, ses enfants, ses frères, ses sœurs, c'est à chaque fois un espoir déçu. Et ça, c'est terrible. Malgré les désillusions, la cellule Corpus poursuit inlassablement la traque du tueur. Grâce notamment à des informateurs et des lettres de délation. 3 ans plus tard, à Mons, le 15 janvier 2010, un courrier très troublant est envoyé au procureur du roi. Dans cette lettre, un jeune homme dénonce son propre père, un médecin, comme étant le dépeceur. Cette lettre apparaît comme inquiétante. Elle décrit les confidences faites par ce médecin à son fils, auquel il aurait confié, oui, je suis bien le dépeceur de Mons, tu as percé mon secret. Le dépeceur de Mons serait le docteur Jacques-Antoine. La profession de l'homme intrigue les enquêteurs. Tout d'abord, un médecin connaît forcément bien l'anatomie humaine, des connaissances indispensables pour découper proprement des corps. Et puis, le docteur Jacques-Antoine est très réputé dans la région. Une couverture idéale pour rester dans l'ombre. Le docteur Jacques-Antoine est un médecin très connu de la place de Mons. Il a 64 ans, c'est un chanteur de chorale par exemple, tout à fait extraordinaire. Il n'y a pas l'ombre d'un problème dans son existence qui pourrait faire croire qu'il puisse être le dépeceur de Mons. À la fin de la lettre, pourtant, le fils du médecin fait un étrange avertissement. Son père, qu'il considère comme le dépeceur de Mons, va frapper à nouveau. Attention, ça ne va plus du tout, mon père il va péter les plombs, il va se passer quelque chose, je vous aurais averti. Le fils a dit vrai, car 15 jours plus tard, c'est le drame. Le docteur Jacques-Antoine explose. Il va agresser une jeune esthéticienne.
il pète les plombs, il arrive dans le cabinet d'esthétique, il est armé, il la menace. Il la frappe très très violemment à coups de crosse sur la tête. Avant que les témoins interviennent et mettent un terme à cette tentative de meurtre quasiment. Je pense qu'on a évité le pire. L'esthéticienne s'en sort de justesse. Le docteur Jacques-Antoine est immédiatement arrêté et inculpé pour tentative de meurtre. Pour la cellule Corpus, le fils du médecin aurait donc révélé la vérité. Cette explosion de violence incroyable pour un notable réputé être un bon et paisible citoyen focalise l'attention de la cellule Corpus dès lors qu'il s'agit d'une impulsivité subite qui débouche trop souvent sur des crimes comparables à celui commis par le dépeceur. Le dépeceur de Mons et le docteur Jacques-Antoine seraient donc bel et bien le même homme. Un homme à deux visages, à qui on ne refuse rien. Et justement, la jeune esthéticienne avait repoussé ses avances. Il s'imagine que, quelque part, il était irrésistible et que cette jeune femme, notamment, ne pouvait que lui tomber dans les bras. Tout accuse le docteur Jacques-Antoine, le suspect numéro 1. Mais le doute gagne les enquêteurs, car le fils du médecin, l'accusateur, serait en réalité un jeune homme très perturbé. On apprend rapidement que le fils a des problèmes psychologiques importants, qu'il a été soigné, qu'il est toujours soigné pour ses problèmes. Donc ça discrédite évidemment ses accusations. La dénonciation du fils était donc fausse. Le jeune homme a mené une véritable vendetta contre son père. Il semblerait que son dénonciateur, son fils, était plus animé par de la rancœur, un esprit de vengeance à l'égard d'un père avec lequel il avait des problèmes d'ordre personnel. À la lumière de cet élément, le docteur Jacques-Antoine sera innocenté dans l'affaire du dépeceur. Mais il écopera de 5 ans de prison avec sursis pour l'agression. Une fois de plus, la malédiction s'abat sur la cellule Corpus. Les échecs se suivent, mais les enquêteurs ne lâchent rien. Ils continuent de creuser les pistes à l'étranger, hors des frontières belges. Est-ce qu'il a déménagé? Est-ce qu'il a émigré? Est-ce qu'il s'est installé ailleurs? Est-ce qu'il a franchi simplement la frontière française? Et si effectivement le dépeceur vivait en France, à seulement quelques dizaines de kilomètres de Mons? Les enquêteurs le croient car une étrange affaire de dépeçage sème le trouble dans cette région. Depuis plusieurs années, l'ombre du dépeceur plane sur le nord de la France, près de Valenciennes. Tout commence dans la région d'Avesnes-sur-Helpe. Une découverte macabre au bord de la Sambre. Ce jour-là, vers 8 h, vous avez 2 salariés qui entreprennent, comme les jours précédents, des travaux de nettoyage sur les rives de la Sambre, qui découvrent sur le bord de l'eau, sur la rive, un sac poubelle. Ils s'approchent, ils prennent le sac de l'eau, ils l'ouvrent. Ils découvrent l'horreur, ils sont d'ailleurs encore effrayés. Dans les sacs, un bras et une jambe. Et si le cauchemar avait encore recommencé, en France cette fois-ci? Les restes humains appartiennent à une femme. Les membres ont été découpés avec précision. La ressemblance avec le dépeceur est frappante. On va faire le lien avec l'affaire du dépeceur de Mons parce qu'on retrouve des similitudes, le sac poubelle, des parties de corps qui sont découpées, le tout est immergé ici dans l'eau et on a un lieu, un nom évocateur pour le dépôt, c'est Hachette. Un nom prédestiné qui rappelle la rivière de la Haine à Mons, la rue du dépôt, le chemin de l'inquiétude. La ronde des noms semble s'être transportée dans le nord de la France.
le tronc de la victime est repêché. Il présente d'incroyables points communs avec le mode opératoire du dépeceur de Mons, car la poitrine a été elle aussi mutilée. La première similitude, c'est que vous avez une découpe des tétons, comme on va le retrouver sur un des corps, celui de Martine Bonne, en Belgique. Et vous avez par ailleurs une découpe du tronc qui est nette juste au niveau des parties sexuelles, comme on a pu le retrouver sur le corps de Carmelina Rousseau. Ça veut dire qu'on pourrait se trouver en face du même tueur. Après toutes ces années de silence, le dépeceur de Mons aurait donc tué une 6e victime. Une disparition inhabituelle attire particulièrement l'attention des gendarmes. Très vite, l'enquête va faire le rapprochement avec une femme qui a disparu, qui est d'un petit village juste à côté d'Avesnes-sur-Helpe. Cette dame s'appelle Janine Sobka et elle a disparu depuis quelques jours. Les prélèvements ADN au domicile de la disparue vont le confirmer. La victime retrouvée dépecée est bien Janine Sobka, 59 ans. Alors, qui a assassiné et découpé en morceaux cette femme? Est-elle la 6e victime du dépeceur? En France, le patron d'une scierie est soupçonné. Il découvre des traces de sang donc sur une scie fixe à bande. Il a, je dirais, une personnalité qui pourrait correspondre à quelqu'un de violent et qui, sous l'effet de la colère, est tout à fait capable de tuer quelqu'un. L'énigme du dépeceur de Mons va-t-elle enfin être résolue? En France, Janine Sobka a-t-elle croisé la route du dépeceur de Mons? Les gendarmes retracent la soirée où elle a été vue vivante pour la dernière fois. Janine Sobka mange avec son amant dans une friterie à Avesnes-sur-Helpe d'ailleurs. Et puis bon, elle a peut-être abusé de l'alcool, lui ça l'énerve, enfin voilà, ils se disputent et apparemment c'était courant, c'était tumultueux un petit peu entre eux. Et donc lui qui allait la raccompagner chez elle prend le chemin de son domicile et en fait la dispute voilà, prend une ampleur voilà, et donc il s'arrête en bas du pont dit du Capitaine, donc on est toujours à Avesnes-sur-Helpe, c'est à peu près 2 km de son domicile et puis elle ouvre la porte et puis elle s'en va. Elle ne va jamais réapparaître. Plus jamais on aura de nouvelles d'elle. Dans un premier temps, l'amant est soupçonné, mais très vite, il est mis hors de cause. Les enquêteurs n'attendent pas très longtemps avant de suivre une nouvelle piste. Car les analyses médico-légales de la victime révèlent un détail crucial sur la découpe des membres. Les enquêteurs pensent tout de suite à donc une scie professionnelle, une scie industrielle provenant d'une scierie. Et dans le même village qu'elle, il y a effectivement une scierie qui appartient à M. Jacques Pluchart, qui dispose des outils qui auraient pu être utilisés pour procéder au dépeçage du corps. Jacques Pluchart, le patron de la scierie, devient le suspect numéro 1. Il est alors placé en garde à vue. Les enquêteurs soupçonnent une relation secrète qui a mal tourné entre lui et Janine Sobka. Mais Jacques Pluchart conteste formellement. Jacques Pluchart va dire qu'il n'entretient aucune relation intime avec cette personne, Janine Sobka. Il la connaît forcément, puisqu'il est dans le même village, il la connaît de vue. Mais la personnalité du suspect intrigue les gendarmes. Jacques Pluchart est décrit comme un homme impulsif, qui peut rentrer dans une grosse colère. Surtout lorsqu'il est sous l'effet de l'alcool, boisson qu'il consomme de manière excessive et très, très régulièrement. Il a, je dirais, une personnalité qui pourrait correspondre à quelqu'un de violent et qui, sous l'effet de la colère, est tout à fait capable de tuer quelqu'un. Jacques Pluchart est relâché.
Mais il reste le suspect principal aux yeux des enquêteurs. L'homme est alors surveillé de très près. Et ses relevés téléphoniques vont révéler un comportement très étrange. Jacques Pluchart, tous les soirs, en rentrant de sa scierie, première chose qu'il fait, il va composer un numéro pour consulter ses messages. Et lorsqu'on fait l'étude de ces communications téléphoniques au cours des 6 mois qui ont précédé la disparition de Janine Sopka, on va se rendre compte qu'il n'a jamais dérogé à cette règle, sauf une fois, le jour de la disparition de Janine Sopka. Le comportement de Jacques Pluchart est singulier pour les enquêteurs. Le 9 décembre, la scierie du suspect est perquisitionnée pour tenter de retrouver des preuves. Toutes les machines sont passées au Blue Star, qui est un moyen de révéler les traces de sang, même effacées. Et ils découvrent des traces de sang donc, sur une scie fixe à bande, donc, qui aurait très bien pu servir à découper Janine Sopka. Je précise également qu'on a passé avec ce produit Blue Star les véhicules utilisés par Jacques Pluchart et on retrouve également des traces de sang dans le coffre d'une Renault qu'il utilisait régulièrement. Il n'y a plus de doute possible pour les gendarmes. Le patron de la scierie serait le coupable. Du côté de la Belgique, pour la cellule Corpus, c'est un immense espoir qui renaît. Car le meurtrier de Janine Sopka pourrait bien être le dépeceur de Mons. Après toutes ces années de cavale, le tueur en série serait enfin démasqué. Il serait de nationalité française et il s'appellerait Jacques Pluchart. Jacques Pluchart est mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention. Mais une semaine plus tard, un véritable séisme détruit les certitudes des enquêteurs. Lorsqu'ils découvrent les résultats des prélèvements de sang dans la scierie du suspect. On s'aperçoit que s'il y a présence du sang, on n'est pas en mesure de dire à qui il appartient et on n'est même pas en mesure d'affirmer avec certitude qu'il s'agit de sang humain. Jacques Pluchart est libéré de prison. Vous êtes en colère aujourd'hui? Bah oui, hein. Avec la justice, hein. Faut pas leur boulot comme il faut. Hein. Vous vous sentez comment, là? Oh bah, déprimé un peu, hein, quand même. Ouais. Vous voyez pas, moi, 8 jours enfermé là-dedans. Et que moi, j'ai jamais rien fait, j'ai toujours été droit. Il n'y a pas d'éléments, à part des interprétations, qui puissent laisser penser que Jacques Pluchart ait pu commettre ces faits-là. On n'a aucun élément, on n'a aucune preuve de quelque nature que ce soit qu'il ait pu rencontrer cette personne. On n'a pas de certitude de la rencontre ce soir-là, qu'il ait pu commettre le crime, mieux encore qu'il ait déposé ce corps, on n'a aucune preuve. Jacques Pluchart ne serait donc pas l'assassin de Janine Sopka. L'homme est mort en 2010, toujours mis en examen. Sa famille attend maintenant un non-lieu. D'après les conclusions de la cellule Corpus, Jacques Pluchart n'est pas non plus le dépeceur de Mons. Pour une raison simple, le tueur belge n'a jamais utilisé une scie industrielle. Il découpait ses victimes avec une scie manuelle. 15 ans se sont écoulés depuis la première découverte macabre. Et la douleur reste toujours aussi vive pour les familles des victimes. C'est le cas de Georgette Leclerc, qui vient se recueillir souvent sur les lieux du drame. Je le vis comme si c'était hier et ça reste en moi. Et à chaque fois que je viens ici, tout revient à la surface. On l'a découpé en morceaux. Je suis triste parce que ma maman vieillit. Elle attend, elle se bat contre la douleur, pour savoir, pour partir en paix et savoir qui a fait ça, sa petite fille. Pourtant, la traque du dépeceur de Mons n'a jamais cessé. La cellule Corpus a entendu plus de 200 suspects et suivi plus de 1600 pistes. En vain. Aujourd'hui, l'enquête sur le dépeceur de Mons n'est nulle part. On n'a toujours pas de tueur, on a des centaines de pistes examinées, mais aucune n'a abouti. Le mystère reste entier, est appelé peut-être à le rester. On ne sait pas, ce sont ça les questions clés de cette affaire, c'est
Pourquoi il les a tués, bien évidemment, mais surtout pourquoi il s'est débarrassé massivement et sur un laps de temps relativement court de tous les trophées qu'il avait ramassés, et pourquoi, surtout, n'a-t-il pas recommencé? Pour les criminologues, si le dépeceur n'est pas mort, il pourrait bien frapper à nouveau. Le dépeceur de Mons peut tout à fait recommencer un jour, car on sait que des tueurs en série peuvent avoir des périodes de rémission de quelquefois 10 ou 20 ans. Le dépeceur va-t-il faire de nouvelles victimes? Nul ne le sait.